On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous fait découvrir la candidate du Parti libéral du Québec dans Chambly, Lina Younes. Mais d'abord, parlons du Festival de Montgolfière. On revient sur l'édition 2022, une édition, semble-t-il, profitable. Ça fait toujours drôle de parler de Montgolfière en plein mois de septembre, mais c'est important de dresser quand même un bilan ou un pré-bilan de la 39e édition qui s'est tenue au mois d'août, donc il y a quelques semaines à peine. On en discute avec le président de la Corporation du Festival de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que ça, c'est le nom de l'entité légale. C'est le conseiller municipal Jean Fontaine. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Content de cette 39e édition? Ah oui. Très, très, très content parce que on a atteint nos objectifs. On s'était fixé des objectifs quand même assez élevés. Quand on faisait on se fixe toujours des objectifs au courant de l'année, puis on se mettait un montant au niveau des billets, par exemple. Ouais. Et puis on se disait, penses-tu que ce montant-là est trop gros? On jase de ça en CA avec Éric, puis tout ça. Éric dit non, avec la programmation qu'on a, on a bon espoir d'atteindre ce chiffre-là, puis on l'a dépassé de 300 000, juste pour vous dire. Ce chiffre-là. Donc, ça va bien. On est très contents. Bon, qu'est-ce qu'on sait déjà de ce bilan? Parce que je sais qu'ultimement, il y aura un bilan qui va sortir dans quelques semaines ou quelques mois, mais qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on connaît déjà une idée approximative du nombre de visiteurs? Le nombre de visiteurs, Éric, je ne sais pas si on va aller là dans le futur. C'est drôle parce que j'osais avec M. Lafrenière, qui est député de M. Legault, qui était son ancien job, il était chef des relations publiques au SPVM. Puis mettons qu'il annonçait un chiffre. Mettons, tel événement, 50 000 personnes. Il y avait des menaces de poursuite. Pourquoi? Parce qu'il avait révélé le vrai chiffre. Donc, entre les chiffres qui sont révélés par les organisations puis le vrai chiffre, il y a toujours une distorsion, Éric. On le sait, nous, tu sais. Donc, je ne sais pas si on va s'avancer dans le futur pour dire qu'il y a eu tant de personnes au festival. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine. L'image de Jason Derulo sur Facebook que tout le monde a vue et les gens qui avaient à Charlotte Cardin, puis à Billy Talent, puis à Fouki, puis à Corias, on le sait qu'il y a eu du monde au festival. Ça, on est convaincus au-delà de nos attentes. Bon, parce que dans ce fameux chiffre que les gens attendent toujours, bon, combien de personnes y a-t-il eu? Il y a parfois des façons, disons, très créatives de gérer les chiffres, puis, ceux qui ont des passeports, puis là, on calcule qu'ils viennent probablement tant de fois. Puis là, on essaie de faire un comparable, parce que là, les gens disent « Ouais, mais tu sais, quand il y a eu LMFAO, il y avait eu à peu près tant de monde. Quand il y a eu Jean-Marc Parent, il y a eu tant de monde. Quand il y a eu les Backstreet Boys, il y a eu tant de monde. » Moi-même, les gens me posaient la question, ce fameux samedi soir-là avec Jason Derulo. Combien? Bien, moi, je me disais, c'est comparable à des foules qu'on a déjà eues. Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? J'en ai aucune espèce d'idée, mais il y avait du monde. Exact. Bon. Souvent, et on l'a vu dans le passé, quand on a eu de gros spectacles, certains avaient relevé des éléments de sécurité ou de circulation automobile. Or, avec cette fameuse soirée de Jason Derulo, quel est le bilan qu'on trace du côté sécurité ou transport? Nous, on est extrêmement contents de comment s'est déroulée cette soirée-là. Et puis, je ne sais pas si vous avez écouté la série de Woodstock 99 sur Netflix. Il faut que vous alliez écouter ça. C'est vraiment particulier ce qui est arrivé. Bon, là, ça ne se compare pas parce que ça, c'est un festival de 3 jours. Il avait fait des températures extrêmes. Bon. Mais c'est sûr que les enjeux de sécurité, en 2022, c'est très important. On prend ça très à cœur au festival. Et puis, autant la sécurité sur le site que l'évacuation du site s'est faite de façon hors pair. Et puis, on n'a rien à redire à ça. Puis on remercie d'ailleurs toutes nos équipes. Bon, on a eu une météo favorable. Oui. 12 envolées, ce qui est supérieur à la moyenne. On a eu une belle grille de programmation. Je pense des spectacles qui ont été appréciés, une grille qui était variée aussi. L'autre question souvent que les gens se posent, c'est l'aspect financier de la chose. Mais moi, je me suis laissé dire par quelques-unes de mes sources que l'édition 2022 allait peut-être dégager un surplus d'1 million. Oh! Suis-je prêt? Oh! C'est beaucoup? C'est beaucoup. Trop? Trop. OK. Trop. Mais on parle de surplus cette année, on parle pas de déficit. On parlera pas de déficit. On parlera pas de déficit, sauf que c'est pour ça qu'on n'annonce jamais les chiffres avant notre bilan officiel qu'on fait au mois de janvier, février. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes de dépenses non prévues. Il y a des subventions, des fois non prévues, des fois qui étaient accordées, des fois pas. Fait qu'il faut tout attacher ces chiffres-là. Mais tu sais, quand on regarde le chiffrier final, on ne s'attend pas à de grandes surprises de dépenses ou de revenus additionnels. Donc, on s'attend à ce que l'événement soit profitable, effectivement. Bon, et un surplus qu'on pourra garder dans un bas de laine pour des éditions qui, malheureusement,
On aura une météo peut-être moins favorable. Hein. C'est la loi de la moyenne, c'est la mathématique. Parce que c'est ça l'idée, c'est d'engranger les surplus pour les moins bonnes années. De un. De deux, c'est le 40e l'an prochain. Donc, ça va prendre un poste budgétaire additionnel, mais on va essayer d'aller chercher des subventions parce que le 40e, veut pas, ça va coûter plus cher. Et il y a Pico aussi. La montgolfière Pico est en fin de vie. Et comme ça appartient au festival, bien, la changer, la renouveler, bien, on parle de centaines de milliers de dollars. Donc, mais en même temps, si on regarde la durée de vie du Pico actuel, là, la montgolfière aura duré quand même plusieurs décennies. Donc, 100 000 si on l'amortit sur 20 ans, c'est pas grand-chose comme outil marketing pour une ville. C'est rien. Parce que rien. Pico 100 000 sur 20 ans, c'est pas grand-chose. Pico est tellement apprécié, exactement. Sauf qu'il faut la payer. Tu sais, le fournisseur qui va nous la vendre, il faut le payer. Donc, mais oui, ça va être amorti effectivement sur quelques années, mais c'est un exemple de poste de dépense. Il y a plein de choses qu'on va améliorer au festival, ça va prendre des sous. Mais clairement, on ne remet pas en question Pico. Pico, on va le renouveler. Garanti. Il faut le renouveler. À 1000 Bon, à 1000 on comprend là. Donc, un événement profitable, une météo intéressante. Évidemment, ce festival-là a été réalisé, et ça, il y a peu de gens qui le savent. Mais bon, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Le festival, il a été touché, évidemment. Il y a des postes qui, malheureusement, n'ont pas été comblés faute de candidature. Et 80 des gens qui ont gravité aux alentours de l'événement n'avaient jamais fait un festival de montgolfière. Donc, il y avait beaucoup de nouveaux staffs, il y avait beaucoup de nouveaux employés qui avaient une expertise, mais peut-être pas nécessairement dans un festival de montgolfière. C'était tout un défi très acrobatique pour l'équipe en place. Là. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait, puis je ne leur lèverai jamais assez mon chapeau. Le festival, c'est comme un bateau qui était échoué depuis 2 ans. Donc, il fallait relever le bateau, le mettre en mer, puis le faire naviguer pour pas qu'il tangue. Donc, c'est merveilleux ce qu'ils ont fait. Puis, je vais juste te donner un exemple, Éric. J'appelle Éric Boivin un soir, je lui dis, quelque part, 5 jours avant le festival, je dis, Éric, qu'est-ce que tu fais 8 heures le soir? Je suis en train de poser des clôtures. J'étais en train de poser des clôtures avec tous les membres du bureau parce qu'on manquait de personnel pour poser des clôtures. Est-ce que ça vous dit à quel point notre personnel a été dévoué puis à la bonne place? Bien, au même titre qu'il y a peu de gens qui le savent, mais dans les semaines qui ont précédé l'événement, il y a des fournisseurs qui, à cause de la pénurie de main-d'œuvre, n'étaient pas en voie de livrer la marchandise là, dans plusieurs sphères d'activité du festival. Donc, tout ça met un peu de pression sur l'équipe en place qui a dû réaliser ça, mais c'était, disons, un défi peut-être plus élevé que la moyenne. À chaque événement, il y a tout le temps des défis, là, mais disons que cette année, c'était particulier. Je vais vous donner l'exemple des food trucks. T'sais, tout le monde en a parlé, on le sait, on l'a vu. Il manquait de food trucks. Puis il y a des food trucks qui, je pense, 1 semaine ou 2 avant... Se sont désistés. Se sont désistés. Mais je crois qu'avec toute l'affluence qu'il y a eu cette semaine, le mot va se passer. Puis l'an prochain, on ne manquera pas de food trucks, ça, c'est garanti. Bon, autre truc, et ça, moi, je l'ai dit ouvertement, parmi les nouveautés que moi, j'ai beaucoup appréciées cette année, c'est, oui, le changement d'angle de la scène principale, le positionnement de la tente des ambassadeurs et surtout les loges corporatives. Et ça, franchement, ça, c'est une belle avancée. Les loges corporatives, c'est déjà pas mal vendu pour l'an prochain, je vous dirais. Pourquoi? Parce que les gens ont tellement aimé leur expérience. Tu étais près de la scène, tu voyais, tu avais une expérience ajoutée, une valeur ajoutée incroyable. Est-ce que tu es allé dans les loges corporatives? Oui. C'est incroyable, là. Moi, j'ai rarement vu ça. Puis nos ambassadeurs aussi, on les a gâtés, mais pas assez. Ça, c'est un défi pour l'an prochain. On va revoir le programme parce qu'on veut que nos ambassadeurs viennent et aient un service adéquat. Il y a eu de très, très bons côtés à cette édition-là, mais il y a eu quelques irritants, vécus, entre autres, dans la tente des ambassadeurs. Où je disais à la blague qu'il y avait une jeune dame à la porte avec un chapeau de cow-boy qui se prenait pour une police. Elle n'était pas facile, la madame. Elle n'était pas facile. Je ne sais pas, elle sortait d'où, mais elle n'était pas facile. Je dis ça de même en passant. Mais bref, il y a eu certains irritants ou d'incompréhension aussi, où les gens étaient habitués à une formule d'accès. Là, les règles du jeu ont changé, sans trop qu'on le sache. Ça a créé des irritants. Sauf qu'à un moment donné, il faut regarder ce problème-là en face. Avec la qualité de programmation qu'on avait, si on avait 50, 60 ambassadeurs, ils ne pouvaient pas inviter 10 personnes chacun, plus les employés de la ville qui est là, puis les gens de la ville, puis les gens du festival. À un moment donné, la salle, la tente a une capacité. Donc, c'est sûr et certain que certains soirs, on a revu à la baisse certains billets. Ceux qui nous en demandaient d'autres, on regardait s'il y avait de la possibilité, puis on accommodait. Mais tout ça va être revu. Mais il y a une chose qui est certaine, nos ambassadeurs sont super importants. On a besoin d'eux autres pour notre rentabilité du festival, c'est garanti. Là. Ça, puis les loges. C'est comme une base, là. C'est la base. Bon. Un autre irritant que j'ai entendu occasionnellement, en fait 2, je dirais, bon, il y a tout le phénomène de l'accréditation.
Puis je sais que c'est lourd, c'est une grosse logistique, mais bon, il y a eu certains irritants côté accréditation. Et là, j'arrive à l'autre irritant, qui est aussi un bienfait pour le festival, c'est Ticketmaster. Ticketmaster, ça amène probablement beaucoup de ventes et beaucoup de bienfaits économiques, mais de l'autre côté, c'est un système qui n'est pas beaucoup malléable et dans lequel entre un peu l'accréditation, ce qui crée des désagréments en cours de route. Qu'est-ce que vous avez entendu là-dessus? Un peu ce que tu as dit, mais écoute, je ramène... Il faut que je ramène au positif, Éric, dans le sens que quand on a dépassé nos objectifs de vente de 300 000 c'est à cause de Ticketmaster. C'est ça, je dis, exact. Donc, tu sais, à quelque part... Ça, c'est le bon côté de l'affaire. C'est ça, puis le festival, à la fin de la journée, tout le monde nous demande est-ce qu'il va être déficitaire ou pas. S'il fait de l'argent cette année, bien, c'est à cause de nos ventes. Donc, c'est sûr qu'on ne lâchera pas Ticketmaster, mais est-ce qu'il y a moyen de moyenner? Peut-être. Parce que oui, ça c'est un défi qu'on a sur la table, qu'on va essayer de régler. Autre commentaire que j'entends parfois, c'est sur le nombre de montgolfières. Oui. C'est sûr qu'on a déjà connu des éditions à plus de 100 ballons. Là, on avait 83 ou 84 pilotes inscrits, mais dans les faits, une envolée, on avait peut-être 50, 60, des fois moins. Là, ça dépend de la météo aussi. Oui. Mais bref, qu'est-ce que vous pensez du nombre de ballons? C'est quoi le nombre de ballons idéal pour ce festival-là? Moi, je pense entre 70 et 80. OK? Et puis, il y a eu une grosse problématique. Les pilotes américains, la COVID, ne voulaient pas traverser les lignes, arrive Cannes, machin truc. Donc là, ce que notre équipe fait, là, on est en mode solution et on a été dans un festival à Saratoga récemment pour inviter des pilotes. Puis il y a une grosse délégation qui va partir pour Albuquerque bientôt. Et puis, on va aller faire de la promotion là. Puis l'histoire de COVID de l'an prochain, on n'en aura plus. Puis notre objectif, c'est de remonter à 75-80 ballons dans le ciel. Dans le ciel? Oui, bien important pour nous. OK. Oui. Donc, et aussi, il faut le dire, bon, là, vous êtes arrivé à la présidence. Parlez-nous un peu comment je dirais, de la structure administrative du festival. Parce que, oui, ça appartient un peu à la ville, on s'entend. Quelle est la structure actuelle pour que les gens comprennent? Moi, je dis aujourd'hui que le festival, c'est la ville, puis la ville, c'est le festival. Parce que s'il y a des déficits, ultimement, c'est la ville qui compte. Bon, puis on n'a pas le choix. Puis même si on fait des clauses 4,8 ou je ne sais plus quoi, à la fin de la journée, s'il manque 200 000 dans le festival, c'est la ville qui va payer. Cela dit, c'est pas ça qu'on veut. On veut être profitable. Puis les gens qui sont autour de la table, on a des avocats, on a des comptables de métier, on a Daniel Tremblay qui est président de Tremcar, on a Martin Massé qui gère des budgets. Donc, on a un CA qui gère le festival. Et moi et Mélanie et Sébastien Godette sommes là autour de la table pour apporter le point de vue de la ville. Les autres apportent leur point de vue de gens d'affaires. Et Douglas amène son point de vue légal. Et puis Éric amène son point de vue de gestion. Fait que moi, je pense qu'on a un CA numéro 1. Donc, c'est un conseil d'administration sous la forme d'une corporation municipale, si on peut dire, exact. Avec ultimement une équipe en place, une direction qui gère le festival. Exact. Bon. Même Benoît Lemay, qui est l'ancien directeur, qui siège avec nous, donc c'est super. Bon. Quel est votre plan de match là, pour la prochaine année? Parce qu'en même temps, on a décidé un peu au mois d'octobre l'année passée, d'y aller un peu, comme on dit, all-in, parce qu'il faut se remettre au mois d'octobre. C'était pas sûr, puis c'était pas clair pour tout le monde qu'on allait avoir des événements l'été suivant. Là. Vous avez pris la décision assez tôt pour dire, nous, on y va, on en fait un. Avec une programmation qui est une des plus relevées, je pense, des 39 années. Donc, c'était ça. On a eu, pardonnez-moi l'expression, Eric, on a eu beaucoup de couilles de faire ça. Parce qu'on engageait des dépenses, puis on n'était pas sûr des revenus. Donc, on a été on a pris un certain risque calculé quand même, là, mais on a pris un certain risque. Puis pour le 40e, c'est la philosophie qu'on veut. On veut mettre beaucoup d'argent sur la programmation. Pourquoi? Parce que c'est ça qui attire des revenus. Puis les revenus qu'on va avoir vont satisfaire les gens qui vont avoir les spectacles de 1, puis de 2, on va pouvoir investir dans le ballon, parce que c'est ça qu'on a le festival de ballon. Jean Fontaine, merci beaucoup. On aura l'occasion de se reparler dans quelques semaines pour parler des enjeux de quartier dans Saint-Eugène. Oui. La rue Carillon. Ah. Y aurait-il un jour un carrefour Saint-Eugène? Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. J'aime mieux faire restez des nôtres, on vous revient dans quelques semaines. J'aime mieux faire les montgolfières avec le quartier. Jean Fontaine, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.
On poursuit notre tournée d'entrevue des candidats et candidates dans les comtés de Saint-Jean, Iberville et Chambly, territoire que l'on dessert ici à la télévision du Haut-Richelieu. Cette fois-ci, on est du côté de Chambly. Elle est candidate pour le Parti libéral du Québec. Elle s'appelle Lina Younes. Elle est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de nous accueillir sur votre plateau de tournage. Ça fait plaisir. C'est une première expérience politique? Oui, bien évidemment. J'ai 19 ans, donc même naturellement, à la dernière élection, j'ai pas pu voter. Donc, c'est ma première fois que je vote et c'est ma première fois en tant que candidate aussi. Bon, quels sont les motifs, les raisons pour lesquelles vous avez décidé de vous lancer cette année? Bien, écoutez, moi, j'ai toujours eu un intérêt pour la politique, mais cette année, j'ai remarqué qu'on a beaucoup de difficultés au niveau économique. Notre système économique est en rechute depuis la pandémie, donc je trouve que si on veut changer les choses, bien évidemment, on n'a pas le choix de s'impliquer. Et je pense à notre Québec de demain, le Québec dans lequel je vais grandir, je vais élever mes enfants, moi puis mes amis aussi, dans le Québec dans lequel on va tous grandir. Si je veux qu'ils soient à notre image, bien, on n'a pas le choix de s'impliquer pour changer les choses naturellement. Il y a parfois, et probablement à tort, on dit « Ah, les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. » Bon, visiblement, vous êtes devant moi aujourd'hui. Donc, heureusement, et c'est rassurant que, bon, il y a des gens de votre âge qui avaient l'intention de vous impliquer et qui ont une conscience de dire « Bien, il faut s'impliquer si on veut que les choses changent. » Qu'est-ce qui fait que vous vous trouvez au Parti libéral du Québec? Bien, moi, je me trouve au Parti libéral du Québec parce que, premièrement, j'aimerais parler de la commission jeunesse. On a une commission jeunesse qui est en feu. C'est la seule commission jeunesse de tous les autres partis qui a 33 des voix. Donc, nos voix se font entendre à ce parti-là. On sait que quand on va prendre des décisions, bien, ils vont être écoutés, nos décisions, et c'est très formateur. Ça nous permet aussi d'évoluer en tant que jeunes. On grandit dans la commission jeunesse. On est là de l'âge à 16 ans à 25, 26 ans, si je ne me trompe pas. Donc, ça nous permet vraiment d'acquérir une très belle expérience. Et le Parti libéral, bien évidemment, on le connaît, c'est le parti de l'économie. Puis moi, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, l'économie. Bon, j'ai posé la même question à vos collègues Steve Trenc dans Iberville ou Benjamin Roy dans Saint-Jean. Le Parti libéral, en ce moment, il est quoi? C'est un parti qui est en transition, qui est en transformation. Bon, il ne connaît pas ses meilleurs moments dans les sondages. Mais il est où en ce moment, le Parti libéral du Québec? Bien, écoutez, vous avez parlé de transition. Ça, je serais d'accord avec vous. Je vous dirais que depuis que Dominique Anglade a pris la tête de la chefferie du parti, on a une vision beaucoup plus différente. C'est une vision plus inclusive, plus rassembleuse. C'est normal, on change de parti, comme les Québécois nous ont montré à l'élection de 2018 qu'ils voulaient un changement de gouvernement. Bien, nous, on a décidé qu'on voulait aussi un changement de chef à la tête du Parti libéral, bien naturellement. Est-ce que vous trouvez ça parfois difficile de porter la marque de commerce libéral? Je vous dis ça parce que vos collègues de Saint-Jean-Iberville constataient que quand ils disaient « Oui, je suis candidat du Parti libéral », il y avait des réactions, disons, on vous tenait un peu à distance. Là. On sent que le passé, sous l'ère peut-être Charest-Pouillard, disons, n'a pas toujours laissé un bon souvenir. C'est sûr que cette année, à l'élection, on peut recevoir des petits commentaires comme ça, mais moi, de mon côté, je dirais que ça s'est super bien été. Quand je parle aux citoyens, je m'adresse en tant que candidate qui veut les représenter à l'Assemblée nationale, plus que de fait que je suis candidate libérale. Et je trouve que ça, ils aiment ça. Puis aussi le fait que je suis une jeune candidate, j'ai 19 ans. On n'en voit pas beaucoup des jeunes candidats comme ça qui sont aussi impliqués, qui font autant de campagne électorale. Fait que juste ça, je trouve que ça va chercher les gens. Puis ça les fait croire en nous. Bon, qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez dans Chambly? Dans Chambly, écoutez, moi, j'ai un emploi étudiant. Je travaille à Chambly. J'ai toujours vécu en Montérégie. Fait que ce coin-là, ça vient me chercher. Je suis proche. C'est ça. Bon, parlez-nous de vous. Vous êtes actuellement étudiante au cégep à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, exactement. Dans quel domaine? Moi, j'étudie en sciences humaines. C'est ma dernière session. Je compte après ça rentrer à l'université dans le domaine des affaires. Dans le domaine des affaires. Pour ultimement faire quoi? Être en affaires. On verra. Mais pour faire de la gestion, pour développer... Je suis très ouvert à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent en business, en marketing, tout ça. J'ai pas vraiment d'idée précise de ce que je compte faire, naturellement. Donc, tout est ouvert. Exactement. Oui. Bon. C'est quoi les engagements du Parti libéral dans cette campagne-là? Les engagements importants qui méritent d'être communiqués à la population pour qu'on vous différencie d'avec les autres formations politiques? Je vous dirais que ça serait pas mal notre plateforme économique et environnementale. On propose beaucoup on veut mettre en place plusieurs choses pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre. L'inflation qui est rendue à 8 c'est rendu beaucoup trop élevé.
On veut aussi mettre en place un projet éco. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un projet qui va regrouper l'économie et l'environnement. Donc, on est capable de trouver une solution pour pallier à notre système économique qui est en baisse, mais en mettant en avantage l'environnement puis en sauver toutes nos plateformes environnementales. Donc, l'environnement, l'économie, pour vous, ça va de pair. Donc, c'est vraiment les engagements phares du Parti libéral à cette élection-ci. Exactement. Bon. Dans le comté de Chambly, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers auxquels vous souhaitez vous adresser? Bien, moi, personnellement, je souhaite m'adresser surtout à la crise de logement. J'ai fait plusieurs recherches dans le comté de Chambly puis toutes ces municipalités et j'ai remarqué qu'on a une grosse crise de logement. 0,5 des logements dans la ville de Chambly qui sont présentement disponibles. Ça veut dire que c'est un logement sur 200, ce qui n'est pas normal. Et nous, Parti libéral, on veut vraiment pallier à cette problématique-là. On veut la régler. On veut mettre en place 50 000 logements abordables et sociaux. Donc, on veut vraiment aider à ce niveau-là. Bon, le comté de Chambly, c'est, oui, la ville de Chambly, Carignan, c'est Saint-Basile-le-Grand aussi. De l'autre côté, c'est aussi Richelieu et Saint-Mathias. Actuellement, bon, le comté est représenté par le ministre de l'Éducation, M. Roberge, qui est député de la CAQ depuis quelques années dans ce comté-là. Avez-vous eu l'occasion de rencontrer des maires ou mairesses du comté de Chambly à ce jour? Oui, j'ai rencontré la mairesse de Chambly, effectivement. Bon, Mme Labbé, qu'est-ce qu'elle vous a dit? C'est quoi sa liste d'épicerie actuellement? Bien, c'est sûr qu'il y avait plusieurs enjeux qui souhaitaient se rendre au provincial et qui n'avaient pas nécessairement été écoutés dans les 4 dernières années. Moi, j'ai pris conscience de ces enjeux-là et je compte tout faire pour pouvoir les appliquer à l'Assemblée nationale. Bon, un des enjeux qui revient occasionnellement du côté de Chambly, il y a un enjeu de circulation routière. Bon, il y avait initialement même une promesse de la CAQ qui n'a pas été tenue, qui était d'amener le REM à l'intersection des autoroutes 10 et 35. Il n'en demeure pas moins que la 112, le boulevard Périgny, est une artère qui est extrêmement congestionnée, surtout dans le tronçon qui nous mène à l'autoroute 30, Grande Allée, là, vers Saint-Hubert. Qu'est-ce que vous savez de cet enjeu-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier, pour à tout le moins assurer les citoyens de ce comté-là d'avoir du transport, disons, fluide? Oui. Bien, écoutez, nous autres, on est très ouverts au niveau de tout ce qui se passe dans le moyen de transport. On veut aider le plus possible la population à ce niveau-là. Donc, c'est sûr qu'on prendra connaissance de cette problématique-là. Puis moi, en tant que députée, je ferai tout pour écouter mes citoyens et apporter ça. Est-ce que vous êtes plus favorable à une solution d'avoir le REM, d'avoir des autobus, d'avoir des stationnements incitatifs? Bref, quelle est votre vision d'avenir du transport, d'autant qu'à Chambly, comme ailleurs, comme à Saint-Jean d'ailleurs, il y a quand même encore beaucoup de gens, malgré le télétravail, qui doivent voyager vers Montréal? Ça serait surtout de voir quelle alternative qui serait la meilleure, qui conviendrait le mieux à la population pour ensuite l'appliquer, mais on ne peut pas vraiment prendre de décision par nous-mêmes sans regarder qu'est-ce qui serait la meilleure des solutions à faire. Bon. Quel genre de campagne pouvez-vous mener en ce moment? Est-ce que vous êtes à temps plein? Quoi que vous avez vos études? Je suis aux études à temps plein. J'ai 7 cours cette session. Et malgré ça, je mène une campagne électorale à temps plein. C'est sûr que je ne vous mentirais pas que je ne me présente pas à tous mes cours présentement. Parce que je prends... Il y a des choses, des fois, que je me dis, bien, c'est sûr que c'est quelque chose que je vivrais juste une fois, donc je veux le vivre à 100 %. Mais j'essaye quand même le plus possible d'être là pour les citoyens. Je suis là quasiment à tous les événements qu'on me propose. Je réponds à tous mes courriels. Je fais du porte-à-porte. J'engage vraiment avec les citoyens de Chambly. En négligeant un peu les études ou en... Non, écoutez... C'est facile à rattraper ou... Bien, je suis quand même présente. Je fais mes choses. J'étudie quand même, c'est sûr. Je me rattrape. Mais je vis quand même la campagne électorale. C'est ça aussi, hein, être candidat, c'est faire une campagne électorale. On ne peut pas juste s'asseoir puis espérer pour le mieux non plus. Non, tout à fait. Donc, quand on décide de s'impliquer, on s'implique pour vrai. On ne met pas juste notre photo sur le poteau, là. On s'implique pour vrai. Vous avez compris. Qu'est-ce qui vous frappe jusqu'ici de cette expérience-là? Bon, oui, vous êtes relativement jeune, c'est vrai. On peut se faire parfois un certain idéal de ce que peut être une campagne électorale. Quelles sont les bonnes ou les mauvaises surprises jusqu'ici? Bien, je vous dirais que j'avais pas vraiment d'attente particulière parce que, justement, j'avais jamais vécu ça, une campagne
Ce que je trouve assez intéressant, c'est que j'ai beaucoup de collègues qui sont déjà députés à l'Assemblée nationale, des collègues libéraux, qui viennent me porter main, qui viennent m'aider, qui font du porte-à-porte avec moi, qui m'écrivent souvent des courriels pour me tenir informée, pour voir comment ça se passe de mon côté. Je trouve qu'on est quand même assez bien encadré à ce niveau-là, donc ça nous permet vraiment d'exploiter notre plein potentiel. Donc, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de comme quelque chose que j'ai mal vécu ou quelque chose que j'envisageais mais que j'ai pas eu ou des chocs. C'est sûr que faire des débats, c'est ma première fois que je fais des débats parce que j'ai pas l'expérience là-dedans, mais c'est une belle expérience puis on le vit bien. Là. En avez-vous fait un jusqu'à présent, un débat? J'en ai un demain. OK, un demain. Exact. Et qui sera votre premier avis, là? Une première Exactement. expérience. Oui. Et là, c'est un débat. C'est quoi le format du débat? C'est avec qui? C'est le débat contre tous les autres candidats. OK. C'est organisé quoi par la Chambre de commerce Chambre de locale, commerce c'est de ça? Chambly, oui. OK. OK, fait que ça se passe demain, là. Oui, exactement. Avez-vous hâte? Ben oui, c'est sûr. Ouais. Ben c'est sûr. Si on s'implique là-dedans, c'est qu'on veut pas, il y a un intérêt, on a des ambitions, des buts, des objectifs. Fait que c'est sûr qu'il y a une petite palpitation. C'est un peu stressant, mais on aime ça. Là, on le fait avec plaisir. Bon, peu importe l'issue du scrutin, avez-vous l'intention de continuer de vous impliquer politiquement, de rester actif dans l'aile jeunesse du Parti libéral, de continuer de vous impliquer nonobstant le résultat du vote? Je vous dirais pour l'instant, oui. J'aime beaucoup ça, la politique. Je m'intéresse. Moi, la raison principale pourquoi que je le fais, c'est pour inciter d'autres jeunes à s'impliquer aussi en politique. Parce que je le remarque, hein, juste dans mon entourage, quand on parle de politique, c'est pas un sujet qui est très aimé par les jeunes de mon âge. Fait que c'est vraiment le sujet principal que je tente régler. Je me dis, je veux faire en sorte que les jeunes s'intéressent à la politique. Mais la piqûre de la politique, vous l'avez eue quand dans votre jeunesse? Aviez-vous des gens dans votre famille, dans votre entourage qui vous ont amené à regarder ça d'un œil avisé? Je vous dirais, moi, mon grand-père, il a toujours été dans le corps diplomatique. Fait que depuis que je suis tout petite, j'ai des petites anecdotes. Des fois, c'est peut-être ça. Je pourrais pas vraiment vous le dire. On dirait que la politique, à un jeune âge, c'est soit qu'on aime ça ou qu'on aime vraiment pas ça. Il n'y a pas d'entre-deux. Ou qu'on est complètement désintéressé. C'est ça, exactement. Fait que je vous dirais, c'est arrivé naturellement. On se fait des amis dans le milieu aussi. Lina Younes, candidate pour le Parti libéral du Québec dans Chambly. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Et bonne continuation dans les études aussi. C'est important de les terminer, être utile. Exact. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Dès le 3 octobre à Saint-Jean-sur-Richelieu, on va commencer l'installation de 1000 panneaux puisque les zones seront abaissées à 40 km/h, principalement dans les zones résidentielles. Et dès que le panneau est installé, le 40 km tombe évidemment en vigueur dès cet instant. À demain. Bye-bye.